Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Otalecture, l'émission qui passe en revue mes lectures du moment. J'ai bientôt rattrapé mon retard sur les dernières sorties et nouveautés, donc on ne va rien lâcher. Avant de commencer, vous pouvez comme toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, etc. Tous les liens sont disponibles en description. Bref, comme toujours, si vous voulez des idées de lecture, vous êtes au bon endroit. Mais avant ça, générique. Et on va directement commencer cette série de reviews par le premier volume de The Fable, de Katsuhisa Minami, disponible chez Pika Édition. A noter que la première partie de la série s'est conclue avec son 22e tome au Japon. The Fable est un tueur professionnel craint de toute la pègre japonaise. Homme politique, mafieux, personnalité publique, ce génie de l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles 6 pieds sous terre et en 6 secondes si le cœur lui en dit. Sauf qu'un beau jour, son commanditaire, son boss, lui ordonne de tout mettre en pause et de mener la vie d'un citoyen lambda dans la planque d'un yakuza à Osaka, interdiction de tuer ou d'attaquer qui que ce soit pendant une année entière. Pour cette arme humaine au tempérament imprévisible, entourée de criminels à la gâchette facile, c'est le plus dur des contrats qui commence. Quoi de mieux que du Furio Underground pour marquer l'une des plus grosses sorties de l'année? The Fable est tout simplement mon énorme coup de cœur de 2020, donc j'attendais sa sortie en France avec une grande impatience. On suit l'histoire d'un tueur à gages de légende à qui on ordonne de calmer le jeu en allant mener une petite vie tranquille de citoyen lambda le temps d'une année, sauf que The Fable, c'est tout sauf un citoyen lambda, très vite son passé le rattrape et les ennuis reprennent alors qu'il fait tout son possible pour y échapper. Le décalage est excellent, cela crée un certain contraste qui fait de l'humour l'un des plus gros points forts du manga. Outre l'action bien présente également, j'apprécie énormément le côté tranche de vie de cette série. Les personnages sont tellement attachants que ça dégage une bonne ambiance malgré le fait qu'on évolue dans le sombre univers des tueurs à gages et yakuza en tout genre. Bref, si vous souhaitez le retour en force du Furio en France, il va falloir soutenir celui-là, et ça tombe bien puisque The Fable vaut clairement le coup. De plus, l'édition proposée par Pika est de qualité, on a notamment droit à une couverture alternative exclusive mais surtout réversible, donc foncez, c'est vraiment une dinguerie à pas louper. Toujours chez Pika Édition, il est temps de vous parler du second volume de Dragon Head. Alors j'avais totalement apprécié le premier tome qui nous plongeait dans une ambiance assez oppressante, dans laquelle l'obscurité domptait le moral des différents protagonistes, allant même jusqu'à impacter leur état mental pour ainsi laisser la folie prendre le dessus. Ce deuxième tome se place donc dans la continuité du précédent, bien que l'on se sépare déjà de cette ambiance huis clos angoissante, ce qui est dommage dans un sens, mais cela permet déjà de lever le voile sur certains mystères liés au monde extérieur, ce dernier sombrant totalement dans la folie tandis que Teru fait le choix d'essayer de s'enfuir avec Ako, alors que la terre tremble à nouveau par la même occasion. Bien que le doute et l'incertitude planent toujours dans leur tête, ils trouvent enfin une issue qui les conduira à découvrir peu à peu ce que le monde et ses habitants sont devenus. Nos héros font alors la rencontre de nouvelles personnes, et bien évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. 400 pages que je n'ai pas vu passer tant la lecture de Dragon Head est aussi plaisante que haletante, je vous recommande vivement ce classique si ce n'est pas déjà fait. On change totalement de registre, cette fois-ci place à de la tranche de vie et beaucoup de douceur, avec l'arrivée de Escalade Yokohama, d'Hitoshi Ashinano chez les éditions Meian. Les 3 premiers volumes sont déjà disponibles. Appréciez avec Alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte. Alpha tient un petit café à l'écart de la ville, le temps s'y écoule paisiblement comme si plus rien n'avait d'importance. Entre 2 approvisionnements à la ville de Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se lever puis se coucher, et profite du temps qu'elle passe avec ses rares clients. Malgré les apparences, la belle Alpha est un robot, et cela fait bien longtemps qu'elle est là. Jour après jour, elle attend patiemment le retour de son maître en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte. Un manga qui se sera longuement fait attendre en France puisqu'il date quand même des années 90, compilant 14 volumes au Japon. On m'a énormément vendu cette série, je n'ai entendu que d'excellents retours sur cette dernière, et je peux enfin vous dire que mes attentes ont été totalement comblées. Je pense que le petit résumé est assez parlant, ce manga ne dégage que de bonnes ondes, mais vraiment. Une lecture satisfaisante qui permet de se vider la tête, de décompresser et de se déconnecter de la réalité le temps de quelques instants. Le style de dessin est parfaitement dans le ton du manga je trouve, c'est assez plaisant aussi. Pour faire simple, c'est une petite bouffée d'air frais, un vent de fraîcheur qui prouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts cette année en termes de nouveautés, et je suis bien content de voir un tel titre chez Meian qui se donne du mal pour satisfaire les attentes des lecteurs, tout en prenant la peine d'étoffer toujours plus leur catalogue en le diversifiant. Toujours chez Meian, on enchaîne avec la série Le 9 août tu me dévoreras de Tomomi, dédicace aux gens qui sont nés le 9 août. Plus sérieusement, il s'agit d'un tout récent manga puisqu'il ne compte que 2 volumes parus au Japon pour le moment, le premier que l'on va aborder ici étant bien disponible chez nous. Pour une raison qui lui échappe, Ao Sakurai attire les Stalkers. Enfin, ça c'est la version officielle, à vrai dire, ceux qui lui courent après ne sont pas humains. La police lui conseille de déménager, en espérant que cela réglera tout, mais Sakurai n'est pas dupe. Les monstres sont partout, et il n'a pas fallu une semaine pour qu'il se fasse à nouveau sauter dessus. Et comme à chaque fois, Miyako, une fille aussi belle que monstrueuse, le sauve in extremis. Elle semble ne jamais le quitter des yeux, et ne se gêne pas pour lui confesser son amour dès que l'occasion se présente. La folie qui brille dans son regard ne trompe personne, mais une chose est sûre, pour survivre, Ao a besoin d'elle. Alors ce titre-là ne m'a pas spécialement emballé, mais j'attends grandement le second volume pour me faire un avis un peu plus complet. Je dirais que ce qui me pose problème pour le moment, ce sont clairement les personnages qui se vouent une relation assez toxique, mais d'un côté,
ce concept de stalker est ce qui se démarque aussi des autres séries. J'ai donc tout de même un petit peu envie de voir la tournure que va prendre l'histoire, comment les relations entre les différents personnages vont évoluer. Ce premier volume a au moins le mérite de nous laisser entrevoir du potentiel dans son dernier chapitre avec une vibe entre horreur et surnaturel qui peut clairement tourner le quotidien de notre héros dans un véritable cauchemar. Mais bon, j'ai quand même trouvé ça un petit peu brouillon, donc voilà, j'attends des réponses, j'espère que le tome 2 éclaircira tout ça. Toujours du côté des éditions Meian, il est maintenant temps de vous parler de la réédition de Shigurui, signée Takayuki Yamaguchi et Norio Danjo. On va aborder ici les deux premiers volumes, mais les tomes 3 et 4 sont déjà disponibles. En 6 de l'ère Kanei, début de la période d'Edo, au château de Suruga. Condamnés à combattre par une terrifiante fatalité, deux épéistes aussi beaux qu'implacables s'affrontent, dans un tournoi tabou allant à l'encontre des lois de ce monde. Ici commence le plus cruel et brutal des récits historiques. Alors, Japon féodal, ère Edo, samouraï, Shigurui nous propose clairement un cadre épique, et bien que l'adaptation animée ne m'ait pas marqué plus que ça, le décor et l'univers de la série m'avaient assez bien charmé malgré tout. Notamment dans son contraste, puisqu'on se situe dans un Japon plus ancien d'une beauté sans pareille, et pourtant, on nous dépeint l'extrême cruauté de valeureux guerriers au milieu de tout cet émerveillement. Shigurui, c'est l'élégance dans la violence, une mise en scène totalement dingue nous offrant une de sacrées scènes d'action, et j'ai particulièrement apprécié le sens de la narration de l'auteur qui joue habilement avec la notion du temps. Si le premier chapitre nous présente le contexte de l'histoire, les suivants nous projettent un peu plus tôt dans le passé afin que l'on comprenne mieux comment les différents protagonistes en sont arrivés là. C'est aussi une promesse qui nous est faite car on a envie de revenir à ce fameux combat qui nous a été promis dès le début. Ainsi, les enjeux paraissent d'autant plus importants lorsque l'on apprend à connaître les différents samouraïs au fil des chapitres. Au passage, c'est quand même important de préciser qu'il s'agit d'une histoire tirée du roman Le tournoi du château de Suruga. J'avais vraiment à cœur de redonner une chance à cette série via son manga, et je peux vous dire que je ne suis absolument pas déçu, là c'est vraiment un coup de cœur. On poursuit avec la réédition de l'incontournable The Breaker de Kukjin Jeon et Ji-Won Park, les deux premiers tomes étant disponibles chez Meian sous une sublime édition de luxe. Voilà de quoi ça cause. Un nouveau professeur, Shun-Woo, arrive dans l'école. Dragueur incorrigible à l'attitude égoïste, le mauvais traitement que subit l'un de ses élèves va pourtant le mener à lui dévoiler une parfaite maîtrise des arts martiaux. Shin-Woo, le jeune élève maltraité, fera tout ce qu'il peut pour devenir son disciple, aux grandes dames de ce dernier. Une organisation d'artistes martiaux seront prêts à tout pour défier Shun-Woo, et de nombreux combats se préparent. Bon bah on va faire simple, si vous aimez Sunken-Rock, vous ne pourrez qu'accrocher à The Breaker. Et j'ai même envie de dire que c'est littéralement Sunken-Rock sans son principal défaut, à savoir, le fanservice vraiment abusif pour le coup. On suit l'histoire de Shin-Woo, un jeune lycéen qui n'a absolument rien pour lui, pas d'amis, victime de harcèlement, une mère absente, personne pour l'écouter. C'est donc sa rencontre avec son professeur, un certain Shun-Woo secrètement expert en arts martiaux, qui va totalement changer sa vie. Et si les efforts de notre héros ne vont pas payer tout de suite, on peut déjà saluer sa détermination irréprochable, une volonté de changer les choses, de devenir fort pour protéger ceux qu'il aime, et ne plus avoir à fuir ses problèmes. Et en parallèle de son développement, on apprend également à découvrir la véritable identité du professeur Shun-Woo à travers certaines histoires de gang, l'action prenant ainsi le dessus dans un univers qui a tout l'air d'être bien plus sombre que le ton assez scolaire peut le laisser penser dans les premiers chapitres. J'ai donc très hâte de voir l'ascension de Shin-Woo dans ce milieu où il va très vite devoir devenir plus fort. Place au second tome de Mission Yozakura Family disponible aux éditions Kana, un manga du Jump que je suis avec attention depuis ses débuts et que j'ai la chance de maintenant découvrir via sa parution française. Une intrigue qui se met toujours assez tranquillement en place à travers un arc qui je pense devrait se conclure au 3e volume, si on suit ce qui se fait habituellement pour une nouveauté issue du Shonen Jump. La société d'espionnage Flower Bean se présente comme une menace assez insignifiante à mon goût pour notre héros et sa famille. Je regrette simplement un problème de narration que je trouve assez décousu pour le moment, ça manque un peu de rythme. Un ressenti personnel certes, mais qui est sans doute causé par le fait de suivre une petite histoire par chapitre quasiment, du moins dans ce volume. Alors c'est toujours suffisant pour se montrer divertissant et me donner envie de découvrir la suite car le potentiel est toujours là, mais j'attends vraiment bien plus pour le 3e volume en espérant que l'auteur passe enfin la vitesse supérieure. J'ai malgré tout bien plus apprécié les différents membres de la famille Yozakura dans ce tome, car l'auteur a pris le soin de nous les présenter un peu plus, même si je reste encore sur ma fin d'un point de vue global. En tout cas, ça reste toujours sympathique à lire, donc je vais continuer. On poursuit avec quelques séries issues des éditions Glénat, en commençant par la nouveauté Dear Call, signée Gunshi Kiri, un manga terminé en 4 volumes au Japon. Voici de quoi ça cause. Sur une île si petite qu'elle ne figure sur aucune carte, le jeune Sanso vivait en paix en compagnie de Moon, un tigre blanc, et de Goot, une créature qui ressemble à un chien noir. Mais un jour, des voyageurs arrivés du continent leur annoncent une vérité surprenante qui va les séparer à tout jamais. Pour retrouver ses deux amis, Sanso doit intégrer la Avocadémie et se former à l'art d'invoquer des créatures fantastiques. Le rideau se lève sur un nouveau monde de fantasy. Alors série courte de 4 volumes, donc forcément, les attentes ne sont pas les mêmes que pour une série plus longue, mais je dois vous avouer que je suis totalement passé à côté. Je n'ai rien contre le manque d'originalité car l'originalité n'est pas toujours gage de qualité, mais malgré tout, quand je ne m'attache pas aux différents protagonistes, il devient difficile pour moi d'adhérer à une histoire fourmillante de clichés. J'ai même eu l'impression de lire un tome 2 plutôt que le premier volume d'une série, puisqu'on sent que certains éléments sont peut-être un peu trop rushés par l'auteur qui avait sans doute la volonté d'en montrer beaucoup en peu de temps. Après, je ne sais pas comment s'est passée la prépublication de cette série dans le Jump Square, je ne sais pas si cette fin après 4 petits volumes est synonyme de fin prématurée, mais vu l'univers qui nous est présenté, ça avait tout de même le potentiel pour durer. La force de ce titre restera ses dessins plutôt soignés, bien qu'arborant un style assez classique également au final.
On enchaîne avec une autre nouveauté des éditions Glénat toujours, Pour le pire de Taro Nogizaka. Les 2 premiers volumes que l'on va aborder ici sont déjà disponibles. Le clown de Shinagawa avait défrayé la chronique lors de son arrestation. Cette tueuse en série corpulente, déguisée en clown, avait découpé et caché les corps de ses victimes. Pour aider l'enfant d'une victime à retrouver la tête de son père, Arata Natsume, assistant social, va la rencontrer. Mais contre toute attente, une frêle et fragile jeune fille arrive en face de lui. Est-elle vraiment un monstre sanguinaire? Pour le savoir, Arata va devoir se livrer à un jeu dangereux en se prétendant amoureux d'elle. Bon bah pour le coup, là c'est tout le contraire pour cette série, c'est totalement validé et j'ai vraiment accroché de ouf. Toute la force du manga tourne autour de la mystérieuse Shinju Shinagawa, à tel point que l'on finit vite par se demander si elle est vraiment l'horrible monstre derrière tous les crimes dont elle est accusée, car si au premier abord elle semble bien à la hauteur de sa mauvaise réputation avec des traits de caractère de psychopathe, elle se révèle au final assez sensible et attendrissante lorsqu'elle fait la rencontre de Arata. 2 êtres que tout oppose mais qui vont malgré tout finir par se rapprocher jusqu'à peut-être atteindre une relation totalement surprenante. Sublimée par son coup de crayon, Taro Nogizaka nous propose une intrigue captivante non seulement de par les différentes enquêtes dont certains éléments attendent encore des réponses, mais aussi par le côté imprévisible des 2 protagonistes, des protagonistes que l'on va suivre pour le meilleur et pour le pire. On passe aux éditions Panini avec la réédition de Banana Fish qui se sera fait attendre aussi, mais autant dire tout de suite que l'attente valait le coup. De quoi ça cause? En 1973 au Vietnam, un soldat américain perd la tête et tire sur ses camarades. Dès lors, il ne parle plus, si ce n'est pas pour laisser échapper parfois ces 2 seuls mots, Banana Fish. 12 ans plus tard, à New York, la police enquête sur une série de suicides pour le mois d'août, lorsqu'un jour, un homme est abattu froidement dans la rue, et avant de mourir, remet à un jeune chef de bande nommé H une mystérieuse substance. Quel lien y a-t-il entre ces morts suspectes? H tente de découvrir la vérité. Une série culte d'Akimi Yoshida qui revient de loin et avec la manière puisque Panini nous propose désormais une édition de luxe grand format, volume double, une traduction revue et j'en passe. On pourrait simplement regretter le manque de pages couleurs qui aurait pu et voire même dû être un plus indispensable pour une telle édition, mais ce n'est pas bien grave. J'ai en tout cas bien été emballé par ces 2 premiers volumes qui nous entraînent déjà dans une sombre intrigue. On évolue clairement dans le domaine de la pègre, des magouilles et des guerres de gang dans lequel le héros H va totalement s'impliquer, un protagoniste qui sait faire forte impression d'entrée de jeu et il devient davantage intéressant à partir du moment où son background commence à nous être dévoilé peu à peu. Banana Fish est donc totalement à la hauteur de sa réputation à mes yeux, c'est-à-dire un polar doté d'un scénario bien ficelé, de sa dose d'action et de personnages qui ont beaucoup de coffres pour le coup. Le tout avec quelques mystères bien sentis, concernant notamment le Banana Fish, et plus on se rapprochera de la vérité, plus grands seront les enjeux et les conséquences pour notre héros. Je suis vraiment impatient de lire la suite. Et pour finir, quoi de mieux que d'enchaîner avec la réédition d'un autre classique chez Panini. Je fais bien sûr référence à l'excellent Eden de Endo Hiroki. Un mystérieux virus ravage la population humaine, rendant la peau dure comme de la céramique et entraînant la mort. Parmi les survivants, 2 enfants, Anna et Enoa, naturellement immunisés, vont se retrouver emportés dans la tourmente de la guerre. Le couple va quitter la base et se lancer dans un monde ravagé qui pourtant va commencer à se reconstruire sous la botte des militaires après qu'un moyen de bloquer le virus ait été découvert. Une vingtaine d'années plus tard, Enoa, l'enfant du couple, doit à son tour faire face à son monde désolé et hostile. Un manga qui revient dans une édition de luxe similaire à celle de Banana Fish mentionnée plus tôt, bien que tout de même un peu plus satisfaisante à mon goût. Une œuvre culte qui respire les années 90 avec une approche de la science-fiction et des thématiques vraiment pertinentes comme celle des dérives de l'humanité et les conséquences que les actes de l'homme peuvent avoir sur la nature et la planète. Malgré la présence d'un virus venant menacer considérablement son existence, et même lorsqu'il est dos au mur, l'homme est toujours dicté par son égoïsme et ses plus sombres travers qui le conduisent à son autodestruction. Une descente aux enfers qui nous laisse un univers dans lequel la population mondiale est considérablement réduite. Ce premier volume est en tout cas vraiment excellent puisqu'il prend le temps de nous poser proprement le contexte tout en imposant un rythme agréable à suivre. C'est très clairement une lecture indispensable que je vous recommande et je me devais de finir sur celle-ci. Sur ce, la vidéo est terminée, donc j'attends vos retours dans les commentaires comme d'hab, que ce soit sur la vidéo en elle-même, les mangas concernés ou tout simplement pour me partager vos lectures du moment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Instagram ou encore me soutenir sur Utip. Tous les liens sont toujours disponibles en description. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「主役になろう」